Alors, je vais commencer à faire une petite introduction, présenter le conférencier et leur donner la parole. Euh, Ça pour les personnes qui me rencontrent pour la première fois, Elie Sawadogo, je suis responsable du chantier d'avenir en sécurité alimentaire de l'Université Laval depuis 2021. Alors, le chantier d'avenir, c'est vraiment une initiative phare de la haute direction de l'université dans le cadre de la sécurité alimentaire. C'est de pouvoir contribuer concrètement et efficacement à faire reculer l'insécurité alimentaire sur la planète à travers la formation, la recherche de solutions innovantes. Alors, nous formons des actrices et des acteurs de changement en sécurité alimentaire dans le cadre d'une maîtrise sur mesure. Alors, bienvenue au Midi Conférence en sécurité alimentaire. C'est une plateforme qui permet justement de mettre en lumière tout ce qui est comme initiatives, stratégies, solutions innovantes et des résultats intéressants de recherche permettant l'amélioration de la sécurité alimentaire à l'échelle très locale, nationale ou internationale. Aujourd'hui, nous sommes à notre 15e midi conférence et nous avons le plaisir et le bonheur d'accueillir Gracia et Jean-Ulysse. Je prendrai quelques minutes plus tard pour les présenter plus formellement. Mais comme vous le savez, on a 3 moments. Donc, dans un premier temps, ils vont faire une présentation sur la thématique. Après, on aura un temps d'échange à travers des questions, des commentaires. Et on va terminer avec des points saillants, donc en guise de conclusion. Juste vous informer que la conférence est enregistrée. Donc, merci de tenir vos micros fermés. Et bien sûr, vous pouvez utiliser le chat pendant la présentation pour laisser vos commentaires et vos questions. On va revenir à la deuxième partie. Alors, je m'en vais maintenant présenter Gracia Adam. Donc, ça fait plus de 4 ans qu'on collabore justement dans le cadre du chantier. Gracia est coordonnatrice de la table en sécurité alimentaire de Limoilou. Elle est nutritionniste de formation, ayant travaillé en milieu hospitalier et privé. Son parcours a basculé il y a 17 ans, donc près de 2 décennies environ. Installée à Limoilou depuis de nombreuses années, elle a côtoyé quotidiennement des personnes vivant en insécurité alimentaire. Cette immersion a orienté sa pratique professionnelle vers le milieu communautaire, donc en sécurité alimentaire. Depuis 2008, elle s'est chargée de divers projets collectifs qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Chemin faisant, elle a contribué à co-créer des actions porteuses dans le secteur de Limoilou, telles que le petit marché solidaire de Limoilou, une formation d'aide cuisinier, on aura l'opportunité aujourd'hui d'en savoir plus, et plus récemment, une petite épicerie solidaire. Aujourd'hui, Gracia s'est dit privilégiée de collaborer de près avec des citoyennes et citoyens, ainsi que des organismes et des institutions engagées dans l'amélioration des conditions de vie dans leur quartier. C'est très inspirant, bravo Gracia. Alors, Jean-Ulysse, il est diplômé de la maîtrise en sécurité alimentaire, inscrit au tableau d'honneur, bravo Jean-Ulysse, et des masters en nutrition, agro-valorisation et alimentation en santé publique du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier. Il est expert en sécurité alimentaire et nutritionnelle avec plus de 10 ans d'expérience dans la coordination, l'analyse et la gouvernance des systèmes alimentaires. Jean-Ulysse a occupé le poste de directeur technique et analyste principal à la coordination nationale de la sécurité alimentaire en Haïti, où il a présidé la mise en œuvre du cadre intégré de la classification des phases d'insécurité alimentaire et coordonné plusieurs initiatives soutenues par les agences des Nations Unies. Il a plus de 3 ans d'expérience dans la transformation des produits agricoles et de contrôle qualité des aliments à l'Association nationale des transformateurs de fruits en Haïti. Il a réalisé en été 2024 son projet d'intervention dont l'objectif était d'identifier les effets du programme de formation d'aide cuisinier sur les bénéficiaires auprès d'organismes qui étaient mobilisés à cette occasion. Reconnu par son leadership collaboratif, son sens analytique et sa capacité à mobiliser les acteurs autour d'objectifs communs, Jean-Ulysse demeure un acteur engagé pour la transformation durable et équitable des systèmes alimentaires à l'échelle locale et internationale. Très inspirant. Merci Gracia, merci Jean-Ulysse d'avoir accepté notre invitation de partager justement
l'initiative, la formation d'aide cuisinier et ce qui est ressorti aussi justement du projet d'intervention des gens Ulysse. Alors, je vous passe la parole et je souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Je reviendrai pour la deuxième partie. Vous avez la Bonjour, parole. professeur. Oui. Bonjour, professeur Lee. Donc, chers participants, chères participantes, c'est un plaisir d'être avec vous pour partager quelques expériences dans le cadre de mon projet d'intervention. Et comme professeur Lee vient de le mentionner, donc, nous avons travaillé sur un plan. Tout d'abord, on aura 4 points dans notre plan. On aura présenté tout d'abord les milieux de formation. Et avant tout, est-ce que mon écran est affiché? Oui. Oui. Ok, merci. Un deuxième point, c'est de regarder les objectifs de la formation et de vous présenter les faits saillants de la formation des cuisiniers comme levier de sécurité alimentaire. Donc, et également une période de questions et également d'échanges, des points à clarifier si nécessaire. Donc, sans plus tarder, je fais place à Gracia. Donc, pour présenter tout d'abord les milieux de formation, on avait travaillé avec d'autres milieux de formation. Tout d'abord, la table de sécurité alimentaire de Limoilou. Gracia, à toi la parole pour ce Alors, dialogue. bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent, puis merci Élie pour cette invitation et cette opportunité de présenter ce rapport de stage qui nous est vraiment utile dans le milieu. Donc, pour la table en sécurité alimentaire de Limoilou, c'est une initiative qui existe depuis 2019, bien avant, mais plus concrètement depuis 2019. Elle rassemble plus de 25 partenaires qui proviennent de au moins 6 secteurs d'activité différents. Notre plan d'action, le nouveau plan d'action 2025-2030, parce que nous avons terminé un récemment, vise toujours à renforcer la sécurité alimentaire à l'échelle des 3 quartiers du Limoilou qui sont Léré, Mézeray et le Vieux-Limoilou. C'est à peu près 44 000 de population pour le secteur de Limoilou. Donc, le volet sécurité alimentaire maintenant est devenu officiellement reconnu par le Centre communautaire Jean-Guy Drolet, qui depuis le début, c'est notre fiduciaire. Et l'objectif de notre formation d'aide cuisinier, en fait, c'est d'accroître l'employabilité de personnes qui sont très éloignées du marché du travail, dans le but d'agir sur la cause des causes de la pauvreté, qui est le revenu, tel que vous le savez. D'autres actions de la table, nous avons le petit marché solidaire de Limoilou qui a été nommé tout à l'heure avec ses 4 volets. Un marché fixe, un marché ambulant, des boîtes de légumes et un transport collectif. On a une petite épicerie solidaire depuis un peu plus d'1 an, en projet pilote pour l'instant. Des dégustations qui sont offertes dans le cadre d'une distribution alimentaire qui est offerte à même le centre Jean-Guy où je travaille. Puis, on a aussi des outils qu'on a mis sur pied et qu'on garde à jour annuellement, dont la carte alimentaire Limoilou et des fiches ressources pour les intervenants. Merci, Gracia. Donc, un autre milieu de formation faisant partie de notre projet d'intervention, c'était la Barat. Il faut dire que la Barat, c'est un organisme fondé depuis 1999 et ça date et si longtemps. Il faut dire que c'est un organisme à but non lucratif qui priorise pardon, et les aspects sociaux. Sa mission consiste à combattre tout ce qui est l'insécurité alimentaire tout en offrant un milieu beaucoup plus inclusif, tout en soutenant des personnes pour pouvoir les réinsérer au milieu professionnel, comme Gassia vient de dire. Donc, des gens qui étaient éloignés du milieu de travail. La baratte, en termes d'objectifs de la formation, et c'est de développer également des habitudes de travail saines tout en favorisant le maintien et l'intégration en milieu de l'emploi.
Et cet organisme poursuit certaines valeurs telles que l'engagement, le respect et l'entraide et l'inclusion des personnes et afin d'améliorer leurs conditions de vie. Donc, un autre organisme ou encore un autre milieu qui participait à notre projet d'intervention, et c'était Pignon Bleu. Et cet organisme a été fondé en 1991. C'est des organismes comme la Barat et vraiment et qui ont connu pas mal d'années en termes d'action. Et cet organisme est situé au cœur du quartier Saint-Sauveur et à Québec, à la ville de Québec. Et sa mission, c'est d'offrir un programme de formation également, comme les autres, l'insertion professionnelle. En termes d'objectifs, c'est de développer toujours tout ce qui est l'employabilité, donc faciliter l'intégration au marché au marché du travail. Et également, un autre aspect, c'est de favoriser la poursuite des études, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des difficultés de poursuivre leur formation. Donc, et cet organisme renforce leur capacité, peut-être de manière financière et autres aspects pour pouvoir continuer avec leurs études. Également, il y a d'autres champs d'intervention poursuivis par Pignon Bleu. Et par exemple, il y a tout ce qui est services et complémentaires, tels que il y a l'aide alimentaire pour les familles, il y a tout ce qui est cuisine collective. Et également, on a développé d'autres aspects en lien aux activités socio-éducatives pour les enfants. Et cet organisme poursuit également des valeurs telles que tout ce qui est la solidarité, donc l'entraide, tout ce qui est la gouvernance, la responsabilité, ainsi que tout ce qui est des partenariats avec d'autres acteurs du milieu. Donc, en gros, c'était la présentation des milieux de formation. Et si on regarde, il y a vraiment des points communs en termes d'objectifs pour ces trois organismes. Et je vous laisse avec Garcia pour poursuivre avec les objectifs de la formation d'aide cuisinier par les organismes de formation ou encore les milieux de formation. Merci, Garcia. Merci Jean. Donc, c'est ça pour récapituler. En fait, on cherche les trois milieux. On cherche à favoriser l'employabilité, l'intégration, le maintien en emploi. Pour y arriver, on aide nos participants à développer leurs compétences. Donc, c'est les compétences qui sont spécifiques et liées à l'exercice du métier semi-spécialisé d'être cuisinier, puis ainsi que les compétences de gestion de ces interactions en milieu de travail. Donc, par exemple, nous, dans le cadre de notre plateau, il y a les cours de cuisine, mais il y a aussi l'accompagnement psychosocial qui est offert pour justement venir aider à développer les deux compétences qui sont présentées ici. Donc, à toi, Jean, je te laisse la parole. Toujours pour tout ce qui Ah est oui, c'est ça, l'approche c'est vrai, c'est préconisée. encore moi. Oui. Pardon. Donc, c'est ça. Donc, pour continuer, c'est vraiment une approche qui est ancrée dans la théorie, dans la pratique où il y a très peu de théorie et beaucoup de pratique. L'encadrement est fait par les professionnels, puis c'est une formation qui est vraiment montée d'une manière à être adaptée aux réalités du marché québécois. Par exemple, nous avons des participants qui sont nouvellement arrivés. Pour certains, c'est des immigrants que ça fait juste quelques semaines qu'ils sont arrivés au Québec et qui peuvent profiter de cette formation. Mais il y en a que ça fait plus longtemps qu'ils sont là, mais ce qui leur manque, c'est vraiment comment arriver à cuisiner des plats québécois concrètement. Donc, la formation sert entre autres à ça. Donc, elle est vraiment adaptée aux réalités du marché québécois. Qu'est-ce qui nous a amené là, Garcia? Donc, c'est ça. À la base, nous, on a commencé notre premier groupe a été lancé en 2020. Pour notre première cohorte, ça a très bien été, même si on était en plein COVID. Si vous vous rappelez, on veut tous l'oublier, mais malheureusement, on était en pleine pandémie à ce moment-là. Donc, après le premier groupe, on voyait vraiment des retombées intéressantes,
on essayait de chercher des informations plus concrètes. On n'en trouvait pas assez, des données assez complètes. Donc, on s'est tourné vers Emploi Québec, qui est notre partenaire, vers par la suite Ellie, parce qu'on n'avait pas de réponse vraiment concluante de la part d'Emploi Québec. Et c'est là que Ellie a fait une recherche, n'ayant pas trouvé encore là de données complètes. Il a dit, bon, ça serait intéressant de le proposer comme projet de stage à un de nos étudiants. Et nous voilà ici aujourd'hui avec le fruit du rapport de Jean-Ulysse. Merci, Gracia, pour la mise en contexte. Il faut dire que, déjà, j'ai dit merci encore à Gracia pour l'ensemble des collaborations et professeur Eli qui m'a supporté tout au long de ce projet. Et avec la collaboration et la participation de plusieurs acteurs du milieu, on est arrivé vraiment au bout. Et aujourd'hui, on présente vraiment les trouvailles. Alors, en termes d'approche, il faut dire que on s'était axé sur une approche participative et collaborative et des différents milieux de formation que nous venons de présenter tout récemment. Et il faut dire que après maintes réflexions et plusieurs rencontres avec les représentants, on a pu constituer un comité de pilotage pour pouvoir suivre l'ensemble du processus en développant tout ce qui est la méthodologie et le sujet d'abord, que professeur Elie vient de mentionner lors de l'introduction. Également, ces réflexions nous a permis de valider l'ensemble des objectifs tout au regard et des attentes de chaque milieu de formation. Et chemin faisant, on a constitué et validé ensemble un questionnaire et également une application via ODK Collect a été mise en place pour pouvoir faciliter la collecte des données tout en respectant la confidentialité ainsi que l'éthique. Il faut dire que chaque questionnaire, c'est un lien, on avait partagé à chaque participant de façon confidentielle et chaque participant avait procédé au remplissage du questionnaire et les données ont été vraiment sécurisées sur un serveur et téléchargées pour tout ce qui est traitement et analyse pour l'élaboration du rapport d'intervention. Et ce rapport a été révisé par les acteurs du milieu de formation, puis validé par l'université. Maintenant, quelles sont les trouvailles en termes... donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Quelles sont les trouvailles? En termes de levier pour la formation, c'est en termes d'acquisition de connaissances et de compétences. Donc, les informations nous montrent vraiment et des résultats si intéressants. Plus de 96% des participants ont fait mention de la disponibilité totale des formateurs pour pouvoir adresser ou encore répondre à leurs questions, faciliter la compréhension. Et 52% ont jugé que les formateurs étaient très excellents en termes de compétences et d'expertise. Au regard de la pertinence ou encore du contenu de la formation, 100% des participants ont trouvé que les techniques de cuisine apprises étaient très pertinentes et répondaient à leurs attentes. Et la formation a permis au développement des compétences clés, par exemple, tout ce qui est le travail en équipe, près de 70%, et également la résolution des problèmes en cuisine. De façon générale, en termes de niveau de satisfaction globale, c'est-à-dire tout ce qui est le contenu de la formation, l'environnement, les matériels,
l'ensemble des éléments et tout ce qui est des aspects, les matériels fournis, 93% des participants ont déclaré qu'ils étaient très satisfaits de la formation. Donc ça, ce qui montre vraiment. Donc, je ne sais pas si Garcia a pu constater ces changements au niveau terrain, mais c'est ce qui ressort de façon, il faut dire qu'il n'y avait pas d'interférence, donc c'était très confidentiel. Donc, chaque participant avait rempli leur questionnaire et les données ont été traitées. Donc, je ne sais pas si effectivement, et du côté des plateaux, est-ce qu'il y a des observations quand on travaille ensemble, Garcia, par rapport à ces éléments-là? Le micro. Le micro, Garcia, est fermé. C'est bon, c'est bon. Je viens de le réaliser. Ici, il y a la ventilation, fait que j'espère que vous m'entendez quand même bien, qui par moment est plus forte que d'autres moments. Oui, en effet, ben, juste pour cette diapo, peut-être que je vais y revenir un peu plus tard sur d'autres éléments. Ce qui est intéressant, c'est que oui, nous, on l'entend. Les gens nous le disent, on fait des évaluations en cours de route d'une façon non informelle, puis plus formelle à la fin du parcours. Mais de l'entendre d'une manière anonyme est toujours plus intéressant, comme tu viens de le mentionner, Jean. Donc, c'est ça qui, pour nous, est précieux, c'est ces données-là, parce que c'est quelqu'un d'autre, une tierce personne qui l'a entendu. Et donc, maintenant, on le sait parce que ça a été partagé de cette manière. Mais oui, on est témoin de ce que tu viens de nommer. Très bien. Donc, mais il y a d'autres points également si intéressants. Donc, par exemple, les participants ont jugé effectivement qu'il y a des éléments et qui sont très, très pertinents en matière de compétences, en matière d'acquisition de compétences et des connaissances durant la période de formation. Par exemple, si on regarde ce graphique, donc on a mis en évidence un ensemble de compétences et parmi l'ensemble des compétences, on a pu constater les trois premiers qui ressortent en termes d'acquisition de compétences, et en première position, c'est tout ce qui est le développement de la confiance et l'estime de soi est un élément super important non seulement pour la formation, mais pour le reste de la vie. Quand on est confiant, quand on arrive vraiment à travailler sur l'estime de soi, quand on est confiant et de soi, c'est très important. Si on regarde sur le graphique, 67% des participants ont répondu qu'ils ont développé de la confiance et l'estime de soi, suivi de tout ce qui est développement des habiletés liées à l'emploi et 56%. Et en troisième position, c'est tout ce qui est le développement des connaissances du fonctionnement du marché du travail. Et un élément important, percer, avoir de la formation, avoir des compétences, oui, des connaissances, oui, mais comment arriver à percer le marché du travail, ça c'est un autre travail. Et voilà les résultats donc, qui ressortent en matière de jugement des participants pour l'acquisition toujours et des compétences en matière de la formation. Est-ce que c'est des choses vraiment qui ressortent au niveau du plateau? Euh, Est-ce que ça parle? Tu sais quoi, Jean, euh, si on avait fait cet exercice aujourd'hui, parce que ça a été fait quand même l'an dernier, puis notre groupe de l'an dernier et ce groupe qu'on a actuellement, ils n'ont pas pu participer à la collecte des données. Je t'aurais dit qu'on aurait pu ajouter un élément d'intégration sociale parce que depuis 2 ans, nous avons des personnes immigrantes qui se joignent de plus en plus à notre formation et qui sont nouvellement arrivées. Donc, le plateau, il devient une porte d'entrée dans la société québécoise parce qu'on apprend comment elle fonctionne, notre société, ne serait-ce que par exemple, euh, comment, euh, ou comment s'appellent certains items, certains aliments, comment on peut les préparer, oui, mais au-delà de ça,
comment faire son rapport d'impôt? Est-ce que c'est quoi un rapport d'impôt? Est-ce que c'est important ou on peut aller pour le produire? Donc, il y a plein d'acquis comme ça qui sont faits qu'au début, on n'aurait pas pensé, mais depuis 2 ans, on remarque que le plateau est aussi un espace qui permet cette inclusion sociale pour des nouveaux arrivants. Parfait. Un autre levier qui ressort en termes de contribution ou encore portée de la formation comme levier de sécurité alimentaire, et comme c'était l'un des objectifs de l'ensemble des milieux de formation, c'est la question de l'employabilité. Et l'employabilité, c'est un élément important et qui pourrait faciliter non seulement l'accès à l'alimentation, également tout ce qui est la stabilité socio-économique. Alors, en ce qui a trait à l'insertion professionnelle, 63% des participants ont mentionné qu'ils ont eu un emploi après la formation. Et une chose intéressante, parmi ces participants, 71% travaillent dans le secteur de la restauration et 53% ont intégré le marché du travail rapidement, c'est-à-dire entre eux, dans un délai de 0 à 3 mois, allez, tout de suite après la formation. Je pense que ça, c'est des éléments très intéressants. Avoir un emploi, c'est intéressant, mais il y a tout ce qui est une période probatoire. C'est pour cette raison qu'on a collecté également des informations par rapport à l'évolution de l'employabilité. Et parmi les participants, 41% ont occupé leur emploi depuis 6 à 12 mois et 24% occupent leur poste depuis plus de 12 mois. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est des éléments intéressants. Donc, la maintenance de maintenir votre emploi. Donc, ça, c'est des éléments importants et ça assure également tout ce qui est la stabilité et également améliore tout ce qui est le revenu des participants. Et en termes d'impact sur les revenus, 89% des participants ont affirmé que leurs revenus couvrent la majeure partie de leurs besoins. Et en termes de satisfaction au travail, 82% sont satisfaits de leur emploi en termes de salaire, tout ce qui est les conditions de travail et également les opportunités de croissance, c'est-à-dire que évoluer en termes de carrière, ça, c'est des aspects importants. Est-ce qu'il y a des choses à dire par rapport à ces résultats en termes de retombées et également des leviers en lien à la sécurité alimentaire? En fait, pour compléter un petit peu, aujourd'hui, je vous dirais que le marché de l'emploi est un peu plus compétitif qu'au moment où ces données ont été recueillies, ce qui fait qu'on voit que certains finissants chez nous peuvent avoir des problèmes à se trouver un emploi, notamment reliés à leur âge, alors qu'il y a peut-être 2 ans, il y avait tellement une pénurie de main-d'œuvre que c'était pas vraiment un enjeu. Aujourd'hui, ça on le voit que ça en devient un, malheureusement. C'est sûr qu'il y a la préoccupation de l'employeur. Est-ce que la personne connaît la cuisine québécoise? Puis nous, une chance qu'on travaille là-dessus, fait que ça donne une petite longueur d'avance pour des personnes qui sont nouvellement arrivées. Sinon, pour le reste, c'est correct. J'ai rien à dire, Jean. Merci. OK. Euh, Ces résultats ont des retombées encore positives. Un élément important, ou encore, je ne dirais pas un fardeau, mais quand même, le recours à l'aide sociale. Alors, on peut voir que la formation contribue à la réduction au recours à l'aide sociale. Donc, le graphique nous montre que 93% des participants n'ont pas eu recours à l'aide sociale après la formation. Ça, c'est des résultats si importants, tant au point de vue individuel, puisque on vient de voir ça augmente l'estime et la confiance, l'estime de soi, mais il y a vraiment des améliorations tant au point de vue individuel et même au niveau collectif. Par exemple, c'est un nouveau fonds pour le gouvernement,
c'est des poids qui sautent sur le dos peut-être du gouvernement ou encore des organismes offrant de l'aide sociale. Donc, après la formation, on a pu remarquer, les gens n'ont pas recouru à l'aide sociale. Vraiment, c'est des éléments importants. Et cela contribue également à l'amélioration des compétences sociales, comme je viens de le dire, et même au niveau professionnel. Donc, comme il y a d'autres facettes au sein de la table autres que la formation, est-ce que ces résultats parlent, Gracia? Mais en fait, nous, à la base, la première question était justement, c'est quoi euh, l'impact de ce côté-là que peut avoir le plateau de formation en termes de recours après à de l'aide au le dernier recours. Parce que c'est sûr que nous, au moment de l'inscription, principalement, les personnes recevaient cette aide-là euh, ou avait d'autres moyens, par exemple le conjoint qui avait une entrée de revenus. Donc, c'est ça qui nous intéressait à la base, c'est savoir c'est quoi le pourcentage des personnes qui, par la suite, n'ont plus besoin de cette aide-là, puis c'est quoi aussi l'impact pour eux à moyen, à court, moyen et long terme aussi. Donc, oui, on le voit que effectivement, il y a plusieurs personnes après qui n'ont plus recours à l'aide de dernier recours. Parfait. Effectivement, on vient de voir donc l'ensemble des retombées positives en matière d'acquisition de compétences, également l'employabilité comme levier amélioration, lié à l'amélioration de sécurité alimentaire, tout ce qui est revenu, ça favorise tout ce qui est l'accès à l'alimentation et une sorte de stabilité socio-économique. Mais également, il y a certains points qui ressortent en termes de points d'amélioration de la formation. Et on a collecté, et c'est des questions qu'on avait posées de façon confidentielle à chaque participant. Et les participants, ce graphique ressortent des résultats en provenance de la collecte. Si on regarde parmi l'ensemble des points et que les participants souhaitent améliorer dans l'avenir, il y a trois qui ressortent en premier. Dans un premier temps, 74% des participants souhaitent un approfondissement des connaissances sur les différentes cuisines du monde. Donc, ça vient de parler effectivement. Donc, surtout, cela pourrait répondre maintenant à la cuisine québécoise, mais il y a 74% des participants qui souhaitent vraiment qu'il y ait une sorte d'approfondissement des connaissances, non seulement sur la cuisine québécoise, mais également sur les cuisines d'ailleurs. Et suivi de 52% qui souhaitent mettre l'accent sur les plats santé et durables. Alors, je pense que ça, c'est un élément important parce que peut-être c'est en lien à tout ce qui est et la salubrité, tout ce qui est de façon globale, de la salubrité des aliments et 41% souhaitent qu'il y ait une maîtrise concernant les nouvelles technologies et culinaires. Après, il y a d'autres points inscrits au graphique, mais les trois premiers sont liés surtout à l'approfondissement des connaissances sur les différentes cuisines du monde et la maîtrise des nouvelles technologies et également mettre l'accent sur tout ce qui est les plats et santé et durable. Donc, Gracia, donc, est-ce que euh, quand même, même si toujours, tout ce qu'on fait, même si c'est pas stagnant, il y a toujours des éléments à améliorer. Voici, c'est ce qui ressort en termes de points d'amélioration de la formation. C'est-à-dire que les participants ont vraiment prodigué des points de recommandation chiffrés envers des milieux de formation. Est-ce qu'il y a des éléments?
En fait, les deux premiers, les plus importants, on y travaille déjà un petit peu, mais c'est bien de l'entendre parce que c'est ça qu'on va voir s'il y a un souhait au cas par cas, là, pour chaque groupe, d'aller un peu plus loin, parce qu'il y a de l'information qui est donnée justement pour compléter sur les plats, puis comment on peut adapter un plat pour qu'il soit bien santé, pour donner cet exemple concret, ou d'approfondir les connaissances. On fait déjà ça un petit peu par une activité qui dure sur quelques temps, là, pour les cuisines du monde. Fait que c'est intéressant de le savoir, mais ce qui va être intéressant aussi, c'est de l'appliquer au cas par cas pour voir si les groupes souhaitent aller plus loin, étant donné que ça a été déjà nommé par les participants antérieurs. Nouvelle OK. technologie, on n'est pas tout à fait là. On essaye d'aller avec les moyens financiers aussi que nous avons, mais il y a déjà des petites avancées qu'on réussit à faire à chaque année pour intégrer de nouveaux matériels comme tel. OK, Gracia, on vient de voir les retombées. Maintenant, quel lien par rapport à tout ce qui existe? Donc, par exemple, tout ce qui est, il y a déjà une pyramide en termes d'impact populationnel qui Mhm. existe au niveau de Québec à toi. Donc, c'est ça, comme on le sait, la sécurité alimentaire et le revenu sont des déterminants quand même importants de la santé. L'accès à l'emploi devient un maillon essentiel à la diminution des inégalités sociales. C'est là que le rôle important entre en ligne de compte d'une formation d'être cuisinier, dans notre cas pour des personnes qui sont éloignées du marché du travail, donc qui n'ont pratiquement jamais travaillé de leur vie, ou quand ces personnes arrivent ici, même dans leur pays d'origine, elles n'ont pas vraiment de diplôme en main ou une expertise qu'elles ont développée dans un milieu donné, dans un domaine de travail donné. Donc, c'est sûr que nous, pour l'ensemble de nos actions, pas juste pour notre plateau de formation, on s'inspire de cette pyramide populationnelle d'impact et des interventions en sécurité alimentaire parce que elle nous aide en fait à voir comment on peut agir efficacement sur la sécurité alimentaire en ciblant des différents niveaux d'intervention, parce que si on regarde en haut de la pyramide, c'est vraiment au plan individuel, par exemple l'aide alimentaire qui vient soulager un peu l'insécurité alimentaire et qui va jusqu'à la base où là, on travaille vraiment sur les déterminants structurels dont le niveau socio-économique avec le revenu, l'emploi, la scolarité. Donc, c'est juste pour ça que la pyramide a été placée là, mais ça fait partie de nos actions en général pour déterminer où elle se place. Puis si on est sur un continuum pour toucher à l'ensemble de la pyramide comme telle. Mais ce qui est bien avec le plateau, c'est qu'on touche vraiment du bas jusqu'en haut, parce que nous, nos participants, ils partent avec les plats qu'ils ont préparés. Donc, ça leur permet d'avoir accès quotidiennement à des plats préparés. Entre autres, on travaille là-dessus aussi. Parfait. Voilà. Merci. Alors, donc, pour conclure, il faut dire que, donc, on a mis ce petit diapo pour vous montrer qu'effectivement, donc, les milieux de formation, vraiment travaille dans un but de renforcer tout ce qui est le filet de protection sociale. Et un élément qui ressort en termes de levier et comme un levier de sécurité alimentaire, c'est tout ce qui est l'employabilité qui facilite, qui favorise non seulement l'accès à l'alimentation, c'est-à-dire que les gens ont un revenu, et également ce qui améliore une sorte de stabilité au point de vue socio-économique et même au point de vue social également. Par exemple, on vient de voir que les gens ont développé de la capacité pour pouvoir améliorer l'estime de soi et bien d'autres points. Donc, qu'il s'agit de la table de sécurité alimentaire d'Imoalou, la Baratte, ainsi que Pignon Bleu, l'ensemble de ces acteurs et travaillent dans un but en termes d'impact, c'est de contribuer à l'amélioration directe de la sécurité alimentaire.
Donc, ça, c'est des éléments vraiment importants. Donc, vu que la sécurité alimentaire nécessite des actions coordonnées et tout ce qui est la question de gouvernance alimentaire, c'est des éléments très importants, puisque la finalité, c'est d'arriver à l'amélioration de la situation de la population en matière de sécurité alimentaire. Donc, je vous remercie, merci Gracia, merci professeur Elie, de nous avoir donné l'opportunité de partager donc les trouvailles ou encore les faits saillants ressortant de notre projet d'intervention en lien à la sécurité alimentaire. Donc, je vous en remercie. Nous sommes disponibles pour des échanges ou encore des besoins de clarification. Merci à vous. Excellent, excellent. Merci Gracia, merci Jean-Ulysse. Belle présentation, vraiment intéressant. La photo que j'ai vue avec le plan, c'est vraiment c'est un plat santé. C'est super ça. Excellent. Alors, donc, dans cette deuxième partie-là, donc, il y a la possibilité de faire des commentaires, de poser des questions. Mais avant ça, je vois, il y a une main levée, Carlo. Mais avant, Isabelle est avec nous. C'est qu'Isabelle, tu as aussi participé pleinement à cette aventure-là, bien sûr avec Gracia. Je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose avant qu'on tombe dans la période des questions, commentaires. Non, c'était complet. Je suis aussi dans un local où est-ce qu'il y a beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Okay. Mais non, c'est complet. Bravo pour la présentation. C'est vraiment intéressant les résultats qui ressortent. Ça va pouvoir nous servir pour la suite. Excellent, excellent. C'est bon. Merci Isabelle. Carlo, tu as levé la main. Je te laisse aller. Tu veux poser une question, faire un commentaire? Oui, merci. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Carlos Oscar et en visualisant les slides, donc je trouve que c'est vraiment inspirant. Donc, pour le travail, félicitations donc, à l'équipe de TSAL. Alors, donc, la question que j'aimerais donc poser par rapport à tout cela, étant donné que donc, vous travaillez avec des acteurs, donc TSAL en tant qu'un organisme stratégique de la sécurité alimentaire qui intervient directement sur donc, un pilier important, qui est accessibilité, en augmente donc de donner des emplois pour augmenter donc le revenu. Mais en termes de contraintes, vous travaillez avec 25 partenaires, deux acteurs. Est-ce que donc vous pouvez partager avec nous certaines contraintes que vous avez donc rencontrées juste pour arriver à ces résultats? Merci Carlo. Une question. Encore. Gracia, Jean-Ulysse, des contraintes rencontrées? Ça ne manque pas, hein? Et oui, Gracia, allez-y. Vas-y, Jean, pour la Non, oui, il faut dire que, peut-être un élément de clarification, je vais laisser à Gracia. Donc, notre projet d'intervention, il faut dire qu'il y a trois acteurs. Les milieux qu'on vient de présenter, à savoir la table de sécurité alimentaire et les Moalou, donc logés au niveau de Saint-Jean-Guidoulé. C'est les porteurs de ces dossiers. Ensuite, il y a d'autres acteurs qui nous a rejoints au cours de ce projet. C'était la Barat et un autre organisme. Et c'est des organismes qui travaillent depuis longtemps, c'est-à-dire même avant 2000. C'est tout ce qui est la Barat et également Pignon Bleu. Alors, on a collecté ces informations auprès de ces organismes. Oui, vraiment, c'était de vraies collaborations, je pourrais même dire des collaborations saines. Donc, il y avait très peu de difficultés. Alors, il faut dire qu'un élément peut-être en termes je pourrais dire, c'était pas une sorte de contrainte, mais c'était juste avant le démarrage de ce projet. Donc, c'était la question que je me posais, même avant d'entamer ce projet, c'était est-ce que je vais arriver vraiment à avoir à interviewer les participants. C'était ça le plus grand défi, mais heureusement, donc avec la participation, la sensibilisation et la collaboration de chaque partie prenante, on était arrivé facilement à collecter. Au contraire, on n'avait même pas espéré en termes
et l'ensemble, en termes d'échantillonnage, c'était dépassé même par nos attentes. Mais en ce qui a trait et travail avec 25 participants, avec 25 acteurs, je pense que c'était mentionné par Gracia, peut-être Gracia à toi pour quelques éléments de réponse. Oui, en fait, c'est ça, je voulais faire une mise en contexte. C'est pour la table en sécurité alimentaire. Donc, tu l'as bien fait, tu as bien répondu, Jean, à la question, je crois. On verra après si la réponse est complète. Mais c'est ça, c'est trois milieux qui ont été sondés. Un des trois milieux, c'est la table et nous avons 25 partenaires autour de la table. Et nous avons aussi un comité de gestion. Donc, la table se rencontre 2 fois par année, mais nous avons un comité de gestion qui facilite nos prises de décision au quotidien, qui se rencontrent plus régulièrement. Peut-être que j'ajouterais en réponse à la question que le principal enjeu qu'on a rencontré dans Limoilou avec le plateau, c'est la question du financement, parce qu'il y a eu des coupures gouvernementales qui sont arrivées dans la dernière année et quelques au ministère de l'Emploi et Solidarité. Donc, on a perdu des montants qu'on avait qui pouvaient venir soutenir les participants dans leur parcours de formation. Donc, il y avait droit à une subvention, puis on avait, nous, des argents aussi pour venir soutenir l'intervention, en quelque sorte. Donc, dans la dernière année, ça, c'est tombé. Donc, il a fallu qu'on se revire de côté là, pour trouver d'autres sources de financement pour minimalement venir offrir un soutien financier qui n'est pas à la même hauteur, mais quand même un petit soutien financier aux gens qui participent à la formation là, pendant qu'ils sont aux études. Là, c'est le principal enjeu, moi, que je vois en termes de partenariat dans le Limoilou. Excellent, excellent. Mais autre chose aussi, hein, on va rester sur cette question de contraintes, difficultés, c'est qu'il y a eu quand même Emploi Québec qu'on a, grâce à, je vais t'entendre là-dessus, ou bien Jean-Élus, ou bien Isabelle. C'est sûr que ça, c'était comme un acteur aussi qui avait vraiment montré de l'intérêt par rapport justement à cette, on va dire, à cette intervention-là. Mais c'est sûr que ça a été quand même un peu difficile de les mobiliser. On a fait le processus, passé par le comité éthique, comme Jean le mentionnait. Mais après, c'était quand même difficile là, de les embarquer. Mais c'est ça, j'aimerais quand même vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments là? Ouais. Oui, en effet, c'était un peu, ben, c'était difficile. On n'a pas réussi, Jean n'a pas réussi à questionner des intervenants d'Emploi Québec qui, en fait, sont nos partenaires à Emploi Québec et qui connaissent souvent les personnes qui nous sont référées parce que c'est eux-mêmes qui nous les réfèrent et qui savent leur parcours par la suite. Donc, on aurait souhaité les sonder aussi par rapport à des retombées que eux, ils peuvent percevoir. Puis, comme tu l'as mentionné, Élie, eux, pour que ça arrive, il aurait fallu que ce soit un projet de recherche avec un processus de demande auprès de l'éthique. Donc, c'était comme leur condition et nous, c'était pas le cas, c'était un projet de stage. Donc, malheureusement, on n'a pas pu aller les questionner. Excellent. On va poursuivre avec Jonathan, après Annie. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'ai bien aimé je dirais, toute la dimension utilisation de la sécurité alimentaire aussi, accroître la littératie alimentaire auprès des personnes-là. Je trouve ça vraiment intéressant. En fait, je me demandais avec ce que vous avez recueilli comme données, ben, tu sais, il y avait quand même un pourcentage de satisfaction, mais est-ce que, en fait, vous savez exactement quelles étaient les insatisfactions, pourquoi, en fait, il y a des participants qui étaient comme moins satisfaits? Et est-ce que c'est en lien justement avec un peu les améliorations comme sont notées aussi par rapport à ça? Et en fait, je me demandais aussi, est-ce qu'il y avait comme, c'était quoi la proportion peut-être de femmes ou d'hommes qui étaient participants euh, au projet. Merci, Jonathan. OK, donc, je peux, Gassin? Tu vas compléter après? Je, on peut essayer Allez-y. de se compléter. Si je parle pour nous, notre expérience, en fait, une contrainte importante, c'est le recrutement. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure,
c'est des personnes qui doivent être très éloignées du marché du travail. Isabelle, ma collègue, a mentionné Emploi Québec parce que jusqu'à l'année dernière, on travaille avec eux. Donc, c'est leurs critères qu'on devait respecter pour pouvoir intégrer une personne dans notre plateau de formation. Et ces personnes-là devaient avoir un cheminement vraiment précoce là, dans le travail, ce qui fait que leur maintien aussi était difficile. Et ce pour différentes raisons, puis on pense vraiment d'emblée à des problématiques personnelles. Donc, le fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu finir, par exemple, leur parcours, que ce soit avec nous ou ailleurs, ça revient à ces enjeux-là que les personnes vivent et qui sont souvent multifactoriels. Donc, je pense que c'est pas ceux qui ont quitté parce qu'on a pu aussi les sonder, c'était pas à cause d'insatisfaction, généralement, c'était vraiment à cause de problématiques personnelles. Par exemple, ils sont très serrés financièrement à un moment donné, fait que si jamais ils se trouvent un autre emploi, fait qu'ils additionnaient les emplois, puis ils devenaient super fatigués, ce qui fait qu'ils laissaient tomber un élément, puis des fois, c'était la formation pour qu'ils puissent se trouver un emploi encore plus sur une plus longue période que par exemple nous, c'est sur 30 heures semaine, donc de plus d'heures que cela. Euh, Puis pour la proportion, auparavant, on avait plus de femmes que d'hommes. Ça s'est équilibré donc de 2020, je dirais, les quatre, parce que là, on est à notre sixième année. Les 4 premières années, on avait une plus grande proportion de femmes que d'hommes. Puis ensuite, ça s'est équilibré. Puis là, cette année, on a plus d'hommes que de femmes. C'est la première année où on a plus d'hommes que de femmes qui Hmm. participent. OK. Alors, il faut dire que donc, pour la collecte des informations, donc, 85% des participants étaient des femmes. OK. Donc, en gros, c'était ça en termes de participation. Et pour tout ce qui est, bon, comme Garcia vient de mentionner, des contraintes, mais également, effectivement, au niveau du graphique, donc, on ne parle pas de contraintes, mais c'est surtout des points d'amélioration. Donc, peut-être je pourrais réafficher. Donc, ça, on avait posé les questions, c'était une question qu'on avait posée et en se basant sur l'ensemble des éléments, et c'est ce qui ressort en trois premiers lieux, c'était ça. Il y a bien d'autres éléments, en gros, mais en termes de points d'amélioration. Mais parfois, on mentionnait également en termes de points d'amélioration, surtout et l'espace, les matériels. Donc, c'est des besoins qu'on avait identifiés, mais en gros, ça ne sort pas vraiment en première position. Alors, je ne sais pas Oui, si on arrive à répondre à votre question. c'est bon, Ouais, Jonathan. vous avez bien Ok, répondu à mes questions. ok, c'est bon, merci. Ouais, mais moi, je voulais aller plus loin avec Gracia en termes d'évolution hein, du profil des participants. Au début, c'était plus de femmes, après, c'est équilibré. On voit que c'est ben, la dernière année, c'est plus d'hommes. Est-ce que ben, il y a une explication à ça? Tu aurais une explication, ouais. Pour l'instant, je n'aurais, je n'ai, ben, c'est sûr qu'on sait que les femmes sont encore, euh, par rapport au marché de l'emploi, il y a encore une plus grande précarité comparativement aux hommes. Donc, on a des mamans, par exemple, qui n'avaient jamais pratiquement travaillé et que là, elles disent maintenant, c'est le temps que je pense à moi. Donc, ils veulent intégrer le marché du travail. Des nouvellement, comme j'ai dit, des personnes nouvellement arrivées, c'est le conjoint qui travaille, puis maintenant, la femme souhaite sortir aussi de la maison. On peut dire, maintenant, j'aimerais moi aussi avoir un diplôme, parce qu'en fait, nous, comment on fonctionne, on collabore avec le Centre Louis-Joliette, ce qui fait au bout des 20 semaines de formation, les finissants ont une attestation du Louis-Joliette et un relevé d'apprentissage du ministère de l'Éducation. Donc, ça, c'est valorisant
pour aussi la maman, par exemple, qui souhaite aller sur le marché du travail où des fois les enfants ont grandi. Ça aussi, on commence à le voir. Donc, une disparité au niveau des âges. Comme l'année dernière, on avait un jeune de 18, mais aussi une grand-maman de 63 ans. Qui a dit, moi, je n'ai jamais fait quelque chose pour moi. Alors là, c'est vraiment l'occasion pour moi d'avoir un diplôme en main, puis dans quelque chose que j'aime, parce que le dénominateur commun, c'est que toutes ces personnes-là aiment cuisiner et aiment travailler éventuellement en cuisine. Mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Pourquoi cette fois-ci, cette année, nous avons plus d'hommes que de femmes, mais auparavant, on avait plus de femmes à cause de ces raisons-là. Excellent, excellent. Annie? Merci beaucoup, Gracia, Jean et aussi Isabelle pour vos partages et pour cette belle présentation aussi. J'avais une question sur un peu comment que les participants étaient comme recrutés, puis vous avez bien quand même répondu à ça. J'avais une autre question aussi. J'étais curieuse de savoir, je ne sais pas si vous avez des données là-dessus, mais est-ce que vous avez une certaine idée de quel type de restauration, dans quel type de restauration vos diplômés là, se trouvent des emplois? Est-ce que c'est plus comme des restaurants privés? Est-ce que c'est de la restauration institutionnelle, ou que ce soit dans des services de garde, peut-être des centres hospitaliers ou des choses comme ça? Je ne sais pas si vous avez un peu d'informations là-dessus à ce jour. Oui. En fait, pour revenir à la première partie de ta question, j'ai dit qu'on recrute les personnes éloignées du marché du travail, mais je n'ai pas mentionné comment. Je pourrais compléter ma question, ta question pour répondre mieux. C'est qu'en fait, nous, ce qu'on fait à chaque année avec la formatrice en cuisine que nous avons la chance de garder depuis le tout début, donc depuis 6 ans, on va dans les distributions alimentaires, étant donné qu'on sait que c'est là qu'on peut recruter des personnes que nous ciblons. Donc, voilà pour cette partie de la question. Ensuite, pour répondre à ta deuxième partie, qui est quoi, non? C'est quoi? Dans Dans quel- quel type de restauration Ah oui, c'est vrai, se c'est ça. trouvent des emplois, par exemple? Oui, c'est très variable. En fait, on a des personnes, parce on a gardé contact avec pratiquement toutes les personnes qui ont terminé depuis la première année de 2020. Ils vont aller vers les CHSLD. Il y en a qui vont aller, ceux qui visent des restaurants un peu plus des 4 étoiles, on va dire, par exemple. Ils vont aller après suivre un cours à l'école hôtelière. Donc, on les dirige après vers l'école hôtelière. Puis, pratiquement à chaque année, on a au moins un participant ou une participante qui va vers l'école hôtelière justement pour perfectionner ses apprentissages puis devenir cuisinier ou cuisinière. On a aussi dans les restaurants, par exemple, on a qui se sont placés chez Avril, comme j'ai dit, dans les CHSLD, hôpitaux. Fait que c'est très variable l'éventail. Puis c'est ça qui est intéressant. Quand ils arrivent, ils pensent qu'il y a juste un seul milieu ou presque. Mais après, quand on va avec eux, toutes les possibilités, ils sont encore plus contents là, de voir, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé que je pourrais travailler à la cafétéria de l'hôpital qui est tout près de chez moi. Ah, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup parce que justement, nous, on a souvent des stagiaires en nutrition qui sont dans les services alimentaires d'hôpitaux, puis le problème de manque de main-d'œuvre est assez récurrent aussi. Donc, je me disais que ça faisait quand même un bon, disons, bassin d'emploi potentiel aussi, là. Mais c'est excellent. Merci beaucoup, pour vos réponses. Pour ça, on a la chance aussi de travailler, comme j'ai dit, avec le Centre Louis Joliette, qui, à la fin, depuis l'an dernier, offre 2 semaines d'accompagnement pour les personnes qui ont un peu plus de difficultés à se trouver un emploi, pour les aider dans leur milieu à cibler où est-ce qu'ils aimeraient travailler. Puis nous, quand ils terminent, ben, ils ont déjà leur CV, une lettre de motivation, on a pratiqué les entretiens d'embauche. Fait qu'avec ce petit coup de pouce, ben, ça aide encore plus les personnes après à se placer. Ah, super, très intéressant. Merci beaucoup. Avec Vraiment plaisir. intéressant. Mais Gracia, je reviens par rapport au processus de recrutement. C'est sûr que les éléments que tu amènes, c'est ça qui m'amène à revenir là-dessus. C'est ce que j'avais compris, c'est que Emploi Québec, vous passez quand même par Emploi Québec aussi. Mais ce que tu viens de mentionner, c'est que ben, vous avez aussi la possibilité d'aller au niveau des banques alimentaires pour aussi susciter de l'intérêt ou bien en tout cas parler de la formation.
est-ce que, ben, en gros, en termes d'étapes, à quel moment Emploi Québec, est-ce que ça commence par Emploi Québec ou bien c'est vous faites la démarche et puis ben, après Emploi Québec embarque? Comment ça se passe? C'est ça, si tu peux revenir là-dessus. Oui, c'est quand, comme Isabelle l'a mentionné tout à l'heure, avec Emploi Québec, jusqu'à l'année dernière, on avait la possibilité d'offrir un salaire aux participants de par leur programme de subvention salariale. Donc, le rôle, eux, qu'ils jouaient par rapport au recrutement, il était, on va dire, minime, dans le sens que oui, ils pouvaient des fois nous référer, puis on était super contents quand ils pouvaient nous référer des personnes, mais c'est nous qui faisions et qui faisons encore le plus gros du travail. Euh, donc, c'est nous qui recrutons à chaque année les personnes qui doivent passer après par une évaluation par Emploi Québec parce qu'on remplit un formulaire en ligne qui est évalué par une agente ou un agent d'Emploi Québec pour voir si la personne respecte tous les critères d'admissibilité à ce programme-là, qui sont devenus tellement serrés à la fin, il fallait vraiment que la personne n'aille pratiquement jamais travaillé de sa vie pour qu'elle puisse être acceptée. Il faut qu'elle ait sa résidence permanente ou la citoyenneté canadienne. Donc, malheureusement, on ne pouvait pas accepter, par exemple, quelqu'un qui est ici juste pour un permis de travail. On comprend aussi un peu le pourquoi en arrière. Donc, c'est ça. Fait que c'était le rôle, c'était plus l'évaluation et l'acceptation des participants. Et nous, nous avions le plus que Emploi Québec, le rôle de recrutement. Donc, je donne un exemple. On pouvait recruter 60 personnes qui nous donnaient leur nom pour pouvoir avoir les 5 personnes dont nous avons besoin au bout du compte pour participer au plateau. Wow, je Mhm. comprends. Excellent, c'est tout un long processus. Mm. Ouais. Euh, je ne sais pas à quel point vous pourrez répondre à la question que j'avais en écoutant, en tout cas en réfléchissant. Est-ce que, d'après vous, un être cuisinier dans le contexte du coût de la vie actuellement peut vivre de son salaire? Est-ce que c'est... Là, je te vois sourire, c'est ça? Mm. J'aimerais être optimiste et dire oui. Certains milieux vont offrir plus que le salaire minimum une chance, mais si on parle en termes en général, ça tourne c'est un peu plus que quand même, je crois de façon générale que le salaire minimum, mais on reste quand même loin de ce qu'on souhaiterait atteindre, qui est plus le revenu viable, qui est le revenu qui nous aide à combler nos besoins de base comme le logement, l'alimentation, le transport et quelques imprévus. Et là, on est quand même loin de ce revenu-là qui est à peu près de 35 800 quelques par personne seule pour Québec en 2025. Fait que si on fait le calcul pour une personne qui est même un peu au-dessus du salaire minimum, malheureusement, on ne l'atteint pas. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, étant donné que la majorité des personnes qui arrivent ici sont à l'aide sociale, leur intégration sur le marché de l'emploi, même avec le salaire minimum, ils viennent bonifier le montant qu'ils reçoivent à chaque mois. Donc là, oui, il y a une amélioration du revenu, mais si on parle par rapport à ce que idéalement devrait être le revenu, on reste quand même en dessous. Hmm. Je vois que... Merci, Gracia. Jean-Élie, tu voulais? Ah oui, c'est juste, Ouais. c'est quand même par rapport à l'impact sur le revenu, les résultats montrent qu'il y a 89% des participants qui ont affirmé que leur revenu couvre la majeure partie. C'est pas la totalité, mais la majeure partie de leurs besoins. OK. Parce que les personnes arrivent d'une façon formidable des fois à couvrir leurs besoins de base. On a fait une démarche de consultation citoyenne dans le cadre de notre premier plan d'action dans Limoilou, dans les 3 quartiers de Limoilou. Puis le recours à des stratégies pour économiser sur les aliments sont phénoménales, ce que les gens font pour arriver à mettre de la nourriture dans leur assiette. Ce qu'on a remarqué dans un quartier, par exemple, dans Mézeray, où il y a moins d'aide alimentaire, c'est là qu'on a le plus de recours à des stratégies pour économiser sur son alimentation. Donc oui, ils arrivent à couvrir. Le problème, c'est quand il y a une urgence.
quand il y a des médicaments, quand Mhm. la hausse du loyer arrive pour une personne âgée, ne serait-ce que l'hiver, on est obligé des fois de prendre le taxi parce que faut absolument que je sorte de chez moi. Les trottoirs sont glacés, je peux même pas aller prendre l'autobus. Donc, c'est tous ces petits postes budgétaires qui viennent s'ajouter, qui des fois sont incompressibles, qui font que ça peut facilement basculer dans là, je n'y arrive plus. Mhm. Hmm. OK, intéressant, je comprends. Autre question, réaction, commentaire? Je peux poursuivre. C'est sûr que grâce à chose, Isabelle s'est déconnectée, mais elle parlait au début euh, de coupure, de danger de Mhm. financement. Mais je me questionne justement sur la pérennité de cette formation-là. Mhm. Comment tu vois ça, Gracia? Heureusement que ce plateau est quand même attaché à notre plan d'action, puis qu'on travaille sur la pérennité de la table en sécurité alimentaire de Limoilou en soi. Donc, l'avantage que nous avons, c'est que maintenant, la table fait partie prenante du centre communautaire Jean-Guy Drolet, qui a intégré la sécurité alimentaire comme un volet officiel, parce que déjà dans sa mission, c'est d'améliorer les conditions de vie des citoyens et des citoyennes. Donc, d'emblée, ça a été tout naturel que la table devienne, la sécurité alimentaire devienne partie prenante intégrée au centre. Donc, ça va nous permettre un financement à la mission. Ça va nous aider dans la pérennité de la table et le plateau fait partie, la formation fait partie de nos actions. Mhm. Donc, de ce côté-là, c'est bien. C'est Mhm. sûr que la coupure d'Emploi Québec vient quand même nous rend la tâche plus difficile parce que, Mhm. comme Isabelle l'a mentionné, une chance qu'on a pu pour cette année, prévoir la petite compensation qu'on offre à nos participants à chaque semaine, mais on l'a intégré maintenant dans nos prévisions budgétaires pour les années à venir. On a dit on va aller pour le pire. On va l'intégrer. Puis si Emploi Québec, ben, si le gouvernement revient sur sa décision, chose qui est déjà arrivée dans le cadre de ce programme-là, parce qu'il y a déjà eu des coupures dans le cadre de ce programme, mais pas aussi drastiques, ben, on va être content. Mais sinon, maintenant, on le prévoit dans nos dépenses parce qu'on ne peut pas laisser tomber une telle action. On voit les retombées de la concrète, puis les partenaires sont unanimes. Il faut la prioriser là, comme intervention dans le milieu. Excellent, excellent, vraiment bien. Toi, moi, je suis vraiment très content et je suis très fier de. Ben, tu sais, c'est ça, ça commence comme ça, hein, mais généralement, il y a plusieurs projets sur lesquels les étudiants vont travailler. C'est des besoins qui sont exprimés directement au niveau des partenaires, au niveau du milieu. Là, on a un exemple concret. Gracia, au début, tu disais par rapport aux résultats ou bien ben, là où on est, ce qu'on a finalement pu produire à travers ce stage-là, ça va vous aider justement dans vos actions. Oui, tout à fait, tout à fait. Concrètement, comment et puis ben, comment la suite, c'est quoi finalement? Oui. C'est là En où fait, je vais. je viens de voir une question, puis après, je pourrais Oui, répondre Il y a je une viens de question là? voir. Exact. Oui, oui, c'est toi. Mhm. par rapport aux OK. résidents permanents. Mhm. Pourquoi? Ben, en fait, c'est pas un critère, c'est pas un autre critère. On travaille avec le Louis Joliette, comme j'ai dit, puis eux, pour que l'inscription soit gratuite, il faut que les personnes aient leur statut de résident permanent ou de citoyen canadien. Sinon, pour Emploi Québec aussi, mais ce qui est bien, c'est que les personnes, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais les personnes, par exemple, qui souhaitent intégrer le marché du travail, qui cherchent un moyen, qui ont de la difficulté, mais qui n'ont pas un de ces deux critères-là, ben, on les réfère à Emploi Québec parce qu'ils ont ce service-là après d'accompagner les personnes dans un programme qui leur convient à elles. Donc, on ne les laisse pas dans le néant. Puis ça, c'est une retombée aussi qui n'est pas directe pour le plateau, mais pour les personnes que nous recrutons et que finalement nous réalisons que nous ne pouvons pas les intégrer à cause de ces deux raisons-là, là, donc la citoyenneté ou la résidence permanente. Mais c'est vraiment les critères de nos partenaires comme tels. Puis ensuite, oui, pour répondre à ta question, Élie, euh,
là où ça va nous aider, c'est qu'en fait, j'ai mentionné au tout début d'emblée qu'à partir de la première année, on voyait les retombées. On avait un comité employabilité qui se penchait vraiment, un, pour monter la formation, puis ensuite la déployer. Et quand on a vu les résultats, on a dit, OK, dans le plan d'action initial, on l'offrait juste euh, 2 fois, maximum 3, puis finalement, on l'a offert sur 4 ans à cause de ces retombées-là. Mais dès le départ, on se disait, bon, pour une demande de financement, on a fait une demande après la première année, puis malheureusement, on n'a pas eu l'argent. Et une des raisons qui nous a été donnée, c'est qu'on n'avait pas été en profondeur dans les retombées concrètes d'une telle action. Fait que c'est de là est né aussi le besoin d'aller documenter les retombées. C'est sûr que maintenant, après 6 ans, on commence à les voir, mais que ça soit dit, comme j'ai dit tout à l'heure, puis noté dans un rapport de stage, nous, c'est ça qui va être précieux pour nous après, pour nos demandes de financement, par exemple, et aussi pour d'autres milieux qui souhaitent mettre en place une telle initiative pour que ça soit transférable, ben, de voir aussi c'est quoi les retombées possibles. Ça peut aider dans le temps et l'énergie que notre milieu pourrait mettre dans une telle action. Excellent. C'est super, c'est bien. Jean, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Bon, tout simplement, et je pense que je suis très content de travailler sur ces projets et à l'aboutissement. Donc, également, les milieux de formation, euh, ont approprié les résultats et donc c'est très intéressant. Et aujourd'hui, on est là pour partager l'expérience. Et également, je pense qu'un aspect important dans tout projet, c'est pas seulement le projet de, de la formation des cuisiniers, mais quels que soient les projets, c'est de penser à inscrire un aspect en lien au suivi et évaluation, quels que soient les projets. Parfois, on pense aux actions, mais la question de capitalisation sur ces actions-là par le processus de suivi et l'évaluation. Donc, je pense que c'est des éléments importants à prendre en compte, et pas seulement pour la formation, mais pour tout projet, quel que soit le projet. Parce que s'il n'y avait pas cette analyse exploratoire, est-ce qu'on aura ces résultats? Donc, c'est tout ça. Donc, je pense que je propose, c'est une sorte de suggestion d'inscrire de façon automatique, quels que soient les projets, tout ce qui est suivi et évaluation, pour pouvoir capitaliser sur les retombées des différentes actions. Mhm. Excellent. Donc, c'est ça. Et puis, je pense que c'est un bon momentum, Gracie, alors que vous démarrez votre nouveau plan stratégique 2025-2030. Ben, c'est effectivement d'identifier des indicateurs, des paramètres que vous voulez ben, suivre, et à la fin de la période, ben, pouvoir faire une évaluation de l'impact, considérant votre situation initiale 2025. Ça peut être très intéressant. Alors, c'est ça. Je pense que tranquillement, on va vers la fin. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. OK, Jonathan. Donc, Ben, en fait, je me demandais au total, c'était combien de personnes qui ont participé au projet là, depuis 2020? Euh, Nous, c'est notre capacité, c'est 5 participants de par le lieu physique que nous avons à offrir. Puis nous avons eu 5, sauf cette année, nous avons pris 4, étant donné la contrainte financière, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la coupure qu'on a su juste quelques semaines avant de commencer. Donc, c'était pas, on n'avait pas un long laps de temps pour vraiment prévoir plus de fonds pour une 5e personne. Fait que dès le départ, on a juste une année où nous avons eu 2 personnes, puis c'était pendant la pandémie où il y a eu la PCU. Et le recrutement, c'était tellement difficile dans cette année-là parce que le revenu était plus facilement accessible de par cette mesure-là. Donc, on n'avait pas besoin d'avoir travaillé beaucoup durant l'année pour avoir accès à la PCU.
Et c'est juste cette année où il y a eu une coupure, où nous avons eu juste 2 personnes. Mais pour les autres, nous avons toujours nos 5 personnes. Des fois, on termine avec 4, des fois avec 5. Mais c'est ça, hein. Donc jusqu'à maintenant, on peut dire que sur 6, là, on a notre 6e. Donc, ça fait 35. Si on enlève ici 3, les 32, on a à peu près une trentaine qui se sont rendus plus ou moins jusqu'à la fin parce qu'il y en a, malheureusement, il leur manquait quelques heures, puis ça nous fend le cœur. Parce que avec le centre Louis Joliette, ça prend un minimum de 450 heures pour que la personne puisse recevoir son attestation. Mais malheureusement, il y en a qui se rendent presque à la fin. Il leur manque juste quelques heures. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, avec des contraintes personnelles, des fois, ça devient trop lourd pour les personnes et elles peuvent lâcher presque en fin de parcours. C'est là qu'on les perd. Ouais. Et Il y a c'est, d'autres questions? Oui, vas-y. je me demandais, la durée, c'était combien de temps, en fait? 20 semaines. Dans notre cas, Ben, c'est 20 semaines, 20 33 semaines. jours. Oui. Ouais. Ok. Est-ce que dans les autres, Pion Bleu, Barat, c'est combien de temps? Tu avais Bon, regardé? jusqu'à 28, entre 20 jusqu'à 28 semaines. OK. Et il faut dire que le nombre de participants, et c'est beaucoup plus important également. Bon, ça va dépendre de la capacité d'accueil de chaque milieu de formation, mais et pour Plignon Bleu, donc je pense que ça peut aller jusqu'à 20, 25. Ça va dépendre du milieu OK. et la capacité d'accueil également. C'est bon. Je pense qu'il y a une autre question qui est revenue par rapport au statut là, résident permanent. Est-ce que n'existe pas un programme d'intégration, possibilité pour étudiants d'acquérir de l'expérience? Mais vous avez vos projets d'intervention, Audrey. on pourrait, on pourrait regarder ça. Vous avez vos projets d'intervention. Parce que ça, c'est aussi un tremplin pour acquérir de l'expérience. Mais la petite anecdote, c'est sûr que là, au début, Jean-Ulysse, il avait beaucoup d'appréhension par rapport au projet, mais à force d'échanges, je pense que ça l'a permis de s'embarquer. Et puis, je suis très content de là où on est rendu aujourd'hui. Peut-être juste pour faire une petite parenthèse, c'est sûr que nous aurions aimé pouvoir accepter des personnes, par exemple, qui sont en attente de leur résidence permanente et qui savent qu'elles veulent s'installer au Québec pour une longue durée. Mais c'est ça, malheureusement. Fait que si éventuellement il y a une ouverture. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que nous, on peut pas les accepter qu'il n'y a pas d'autres porte d'entrée pour ces personnes-là. Il y a d'autres programmes qui peuvent leur être offerts, mais dans notre cas, on aurait aimé. Mais malheureusement, c'est parce que la formation, on aurait pu les prendre. C'est juste que la formation devient payante s'ils veulent avoir l'attestation à la fin par le Louis Joliette, et c'est là que ça devient une contrainte pour ces personnes-là. Parfait, parfait. Excellent, excellent. Mais c'est vraiment très intéressant tout ça. Moi, ce que je note, c'est que vous agissez dans la forme actuelle sur, oui, l'employabilité, mais tout ce qui est comme aspect d'intégration, maintien à l'emploi aussi. Oui, non, c'est pas juste les cours de cuisine, mais tout ce qui est comme développement vraiment de compétences transversales. Puis l'un des résultats auxquels Jean-Ulysse est parvenu, c'est le développement de la confiance et de l'estime de soi. Tu vois, ça ressort. Et ce que toi, tu ajoutes aussi, Gracia, surtout les 2 dernières années, mais toute la dimension d'intégration sociale, en mentionnant que finalement, dans le cadre de cette formation, c'est comme une porte d'entrée vers la culture québécoise. J'ai vraiment noté ça. Donc, ça veut dire ça va rapidement au-delà de tout ce qui est comme juste acquisition de compétences techniques en lien avec la cuisine. Mais on prend pour acquis qu'effectivement, toutes les personnes qui s'inscrivent à cette formation, ils ont de l'amour pour la cuisine, tout ça, mais il y a d'autres compétences qu'il faut aller chercher. J'ai noté que ça, c'est une statistique vraiment importante et c'est justement, je pense que ça, c'est l'une des statistiques que tu recherchais au début. Donc, on connaît maintenant 93% des personnes justement qui ont été interrogées montrent que
en fait, après la formation, ils n'ont pas nécessairement recours à l'aide, tu vois, l'aide sociale, l'aide du dernier recours. Ils peuvent se prendre en charge un temps soit peu. Je pense que ça, c'est un gros fardeau de moins pour le gouvernement. Mais c'est ça, quand je parlais des prochaines étapes, j'imagine que Emploi Québec devrait prendre connaissance de ce rapport-là, parce que ça pourrait définitivement les orienter pour les activités, en tout cas les politiques qu'ils vont vouloir mettre en place. Je note aussi en termes de durée, 20 semaines de formation, tantôt tu mentionnais 450 heures, et à la fin, il y a une attestation. Ça, c'est aussi valorisant. J'ai noté que lorsque tu parlais de cette personne, plus de 63 ans, qui à la fin va voir comme en termes de une attestation, un diplôme, c'est vraiment gratifiant aussi. Je pense que c'est vraiment intéressant tout ça. Ça, c'est les éléments que moi je note là. Et puis, dans le cas de l'organisme qui livre l'attestation, il y a quand même 2 semaines d'accompagnement qui s'est fait pour s'insérer au niveau de l'emploi. Donc, il y a pas mal de possibilités. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Hein. Puis, moi j'imagine que ça va pouvoir se poursuivre pour la suite. De comment on s'assure de pouvoir capitaliser ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est à suivre. Alors, donc, c'est ça, je fais aujourd'hui différemment en termes de messages clés. Mais Annie, c'est que tu as aussi pris des notes. Je ne sais pas si tu voudrais relever quelques aspects alors qu'on termine. Ouais. Moi, j'ai apprécié le fait que vous ayez utilisé la pyramide des impacts populationnels pour illustrer un peu sur quels aspects pouvait contribuer le plateau. Je trouve que ça permet de bien schématiser, de bien faire ressortir à quel point on peut agir simultanément sur plusieurs aspects de la sécurité alimentaire de ces personnes-là, non seulement pour eux-mêmes et pour leur propre littératie alimentaire, mais en plus sur le plan peut-être plus long terme ou plus en amont ou plus structurant de se doter d'une possibilité d'aller chercher un revenu supplémentaire et d'un emploi également. Donc, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on utilise aussi dans le cadre de la maîtrise en sécurité alimentaire. Puis, je trouve ça vraiment intéressant de voir que vous l'utilisez, que vous la gardez en tête et de ce que je comprends dans l'ensemble de vos projets aussi, là. Donc, merci vraiment pour ce partage-là aussi. Avec plaisir. Excellent. Excellent. Donc, merci à vous. Merci encore, Gracia. Merci Jean-Ulysse, Isabelle qui est partie. Oui, Merci à elle vous. Vraiment, c'est très intéressant. Et puis, on va arrêter pour aujourd'hui comme ça. Mais écoutez, vous êtes invités, cordialement invités à lundi dans la 4e édition du colloque CRS. Et puis, on a deux journées complètes qu'on aura avec des présentations, table ronde, aussi une classe de maîtres. À la fin de la 2e journée, on aura le forum du cercle des leaders. C'est vraiment très attendu aussi au niveau de l'université. Donc, ça nous fera plaisir de vous compter parmi nous. J'imagine que tout le monde s'est inscrit. Ouais. Excellent. Donc, merci beaucoup. Au plaisir. Et puis, on va continuer à s'engager pour faire reculer l'insécurité alimentaire sur la planète. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci. Un plaisir.